Merci et merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Bienvenue dans Talk Afrique Presse. Au menu de ce nouveau numéro, la situation politique tendue en République démocratique du Congo. Les autorités de ce pays ont finalement décidé de fixer la date du calendrier électoral, le 23 décembre 2018. C'est la date prévue par les autorités pour organiser les élections. Une date ou un calendrier que rejette la coalition des 14 partis de l'opposition. Également dans ce numéro Talk Afrique Presse, nous reviendrons sur la situation politique au Togo avec la tension qui monte d'un cran, l'opposition qui continue à exiger des réformes constitutionnelles, notamment le retour à la constitution de 1992 et le départ immédiat du chef de l'État Joseph Kabila. Nous y reviendrons bien sûr en détail avec nos invités sur ce plateau. Ngagne Diouf, il s'appelle le rédacteur en chef de Médian TV, bureau de Dakar. Ngagne, bonjour. Pape Ngagne. Bonjour, Ramdoulaye. Avec nous également sur ce plateau, Amadou Ba, rédacteur en chef du journal LAS. Amadou, bonjour. Bonjour, Ramdoulaye. Merci, messieurs, d'être venus pour décortiquer avec nous ces sujets d'actualité politique en Afrique. D'abord avec la situation politique un peu tendue en République démocratique du Congo, le nouveau calendrier électoral qui a été fixé avec comme date butoir le 23 décembre 2018. Seulement, l'opposition continue à contester ou à rejeter ce calendrier électoral. Avant d'aller dans le vif de ce sujet d'actualité, nous allons vous proposer d'abord de regarder cet élément de Soa Boutaha. Joseph Kabila reste président, du moins jusqu'en janvier 2019. C'est ce que le nouveau calendrier électoral attendu depuis des mois annonce. La nouvelle date de la présidentielle étant fixée au 23 décembre 2018. Alors que le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila a pris fin le 20 décembre 2016, les autorités mettent en avant la situation sécuritaire pour justifier cette décision de n'organiser le prochain scrutin qu'en 2018. Pour l'opposition, le président et ses proches s'accrochent illégalement au pouvoir. Vous savez, mon frère, on n'a qu'un seul pays, c'est le Congo. Comprenez, nous, la population, nous souffrons. Nous souffrons vraiment. Parce que nous voulons que les élections passent au 2018. La date est bien précisée. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre juste ce qui se passe au Congo. Il y a un groupe de gens qui veulent prendre ces pays en otage. C'est ça que nous déplorons. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Le mouvement citoyen Lucha a lancé un appel au soulèvement pour bloquer la RDC jusqu'à la chute effective du régime de Kabila. Dans les faits, chaque tentative de manifestation est sévèrement réprimée, comme récemment le 30 octobre à Goma où 5 personnes ont trouvé la mort, dont un policier. Appelons solennellement tous les Congolais, hommes, femmes, jeunes, où qu'ils soient, à se lever dès à présent et user de tous les moyens légitimes pour chasser Joseph Kabila et son régime du pouvoir qu'il exerçait en violation de la Constitution. Les deux leaders du rassemblement de l'opposition, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, s'unissent contre la décision de la commission électorale. À la tête de l'UDPS, Union pour la démocratie et le Parti social, principal parti d'opposition, Félix Tshisekedi tente en vain de rassembler les opposants au régime pour constituer un front commun de refus au prolongement de la transition présidentielle au-delà du 31 décembre 2017. Autre grande figure de l'opposition, l'ex-gouverneur Moïse Katumbi, depuis son exil en Belgique, demande une transition sans Kabila à compter du 1er janvier 2018 pour confier l'organisation des élections à des personnalités indépendantes. De son côté, la communauté internationale suit de près la situation en République démocratique du Congo. Washington a favorablement accueilli la publication du nouveau calendrier. L'Union européenne, quant à elle, ne se prononce pas pour le moment. Amadou Ba, 23 décembre 2018, la date des élections en RDC, soit 2 ans après le terme officiel du second mandat de Joseph Kabila. Nous venons de regarder ensemble cet élément. Votre premier commentaire. Oui, disons enfin, ils ont finalement annoncé la date, puisque je pense que le président Kabila est en train de jouer encore des tours, puisque c'est sa force, c'est véritablement un joueur. Parce que quelqu'un dont le mandat est arrivé à terme depuis 2016 continue jusqu'à présent à manœuvrer pour rester au pouvoir. Je pense qu'il était arrivé au pouvoir avec du sang, je pense qu'il risque d'en sortir également comme ça. Parce qu'à ce rythme, 2016, il avait été annoncé qu'il y aura la fin de la transition, que l'élection allait se tenir en fin 2017.
Et il prolonge son mandat d'1 an. Et vous voyez, il y a eu de la surenchère politique des gens, avec Moïse Tombé et Tshisekedi qui sont en train de demander à leurs supporters, à leurs militants de se tenir prêts pour quelque sorte mettre la pression sur le président. Et quelqu'un qui a su tenir pendant 2 ans dans ce contexte-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas reculer et on risque d'aller véritablement à des affrontements. Et ce sera dommage, puisque la communauté internationale se met toujours dans une posture de dénonciation, de mise en garde, mais qu'à l'arrivée, il n'y a jamais d'action concrète sur le terrain. Ils sont en train d'observer. Et il y a une sorte d'épidémie autour de cette région. Vous avez vu l'autre Congo où le président se maintient au pouvoir indéfiniment. C'est le cas du Rwanda où le président également a obtenu un autre bail. Donc c'est regrettable ce qui est en train de se passer dans cette zone-là. Et devant le regard complice ou en tout cas de la communauté internationale, moi je n'entrevois pas une issue heureuse dans cette affaire-là. Je pense qu'il y aura forcément effusion de sang. Maintenant, essayons. Peut-être que la communauté internationale devra prendre les devants pour éviter qu'il y ait véritablement des carnages dans cette région-là. Mais la volonté politique n'est pas du tout affichée du côté du président, du Congo. Et donc, cela veut dire que, inéluctablement, la tension va monter d'ici à 2018. Et tout peut arriver, surtout que de l'autre côté, l'opposition est en train de se radicaliser. Il n'y a pas d'issue possible tant qu'il n'y a pas de dialogue. Et puisque ça a été décidé unilatéralement par le pouvoir, ce qui veut dire que la tension qui était ambiante va continuer et ça risque d'empirer au fil des années. Alors, Ngagne, Joseph Kabila, un bon joueur, pour reprendre un peu les propos d'Amadouba, une décision de fixer cette date qui intervient seulement à 10 jours de la visite de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, en RDC, visite au cours de laquelle elle a menacé les dirigeants congolais où de nouveaux reports ne feront qu'isoler les dirigeants de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comment appréciez-vous cette situation à laquelle nous assistons aujourd'hui en République démocratique du Congo? Merci Abdoulaye, merci Ba. Alors, comme vous le dites, la situation actuelle en République démocratique du Congo est critique. Déjà, la commission électorale avait annoncé qu'elle ne pouvait pas organiser des élections. Techniquement, ce n'était pas possible parce qu'il lui fallait 504 jours. Ça veut dire que pas avant 2019, donc début 2019 justement pour la tenue de ces élections. Ce qui aurait suscité justement la visite de Nikki Haley en RDC. Et nous avons vu une dizaine de jours justement après que la commission est revenue pour dire maintenant on fixe, en fait la tenue des élections est maintenant fixée au 23 décembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a naturellement une pression, je ne dirais pas celle de l'opposition congolaise, mais une pression internationale qui a valu que maintenant que cette date soit fixée. Mais autrement dit, on a entendu la commission électorale justement dire que mettre des réserves, ça veut dire qu'il se pourrait que cette date soit revue à un certain moment si les conditions techniques ne sont pas réunies. Ça veut dire encore qu'il y a des velléités de report, on n'est pas encore sûr, mais ce qui est vrai et palpable, c'est que les États-Unis veulent une élection ou des élections générales en 2018. Donc la date du 23 décembre qui devra donc continuer pour mettre en place un président en 2019, ce n'est pas très loin, vous voyez, donc de ce que la commission elle-même avait fixé, parce que c'était à quelques mois près. Mais non, on soupçonne qu'il y ait, en fait, dans la tête de Kabila, qu'il y ait cette idée de vouloir organiser un référendum, parce qu'à un moment donné, il a déjà épuisé ses 2 cartes de mandat présidentiel en 2001 et 2016 justement. Donc,
on ne comprend pas pourquoi, donc, à un moment donné, qu'avec des reports, on veut aller vers un référendum qui pousserait naturellement à un troisième mandat. Est-ce que vous penserez comme Amadou Ba à propos de la confrontation entre les deux camps, est-ce qu'elle est inévitable comme Amadou nous l'a indiqué tantôt? Oui, à moins qu'il y ait des compromis, parce que si l'on voit la position des deux camps, si vous voulez, l'opposition et le pouvoir, aucune partie n'est prête à céder une partie de sa souveraineté, comme vous voulez, entre guillemets. C'est-à-dire que l'opposition maintient une transition sans Kabila. Kabila veut aller vers un référendum, il faut le dire, vers un référendum qui lui permettrait de briguer un troisième mandat. Donc, vous voyez, entre les deux camps, on voit déjà les germes d'une confrontation inévitable. Et c'est malheureusement le peuple congolais qui en pâtira avec des effusions de sang, naturellement, comme dans d'autres régions de l'Afrique. L'opposition en République démocratique du Congo, on l'a remarqué sur le terrain, l'opposition peine encore à mobiliser pour faire face à Joseph Kabila, qui continue, comme ils le disent, les opposants à s'accrocher au pouvoir. Qu'est-ce qui expliquerait cette nouvelle donne? Oui, il y a d'abord une crise de confiance au sein de la classe politique congolaise, et il y a aussi le système de répression dans ces pays-là, où toujours il n'y a jamais, à chaque fois qu'il y a des velléités d'organisation, c'est l'exécutif qui intervient. Ce n'est peut-être pas ce n'est pas fortuit que Moïse Tchombe se soit réfugié en Belgique. Ce n'est pas également fortuit que Tshisekedi peine justement à regrouper les autres leaders de l'opposition autour d'un front du refus. Mais toujours est-il que chacun de son côté essaie d'alerter, de tirer la sonnette d'alarme, de vouloir envenimer les choses, en tout cas en montant l'escalade, pour probablement mettre la pression sur le président, ou également pour attirer l'attention de la communauté internationale avant que les choses ne dégénèrent. Donc, comme je l'ai dit au début, il y a la crise de confiance entre les différents acteurs. Il y a également la main invisible de l'exécutif qui essaie de torpiller et également d'envoyer, de faire en sorte que des leaders représentatifs aillent se réfugier ailleurs. Donc c'est une manière pour lui, évidemment, de régner, de diviser pour mieux régner, mais également de ne pas avoir une force politique organisée en face, notamment que ce soit pour la présidentielle, si tant est qu'il participe. Bien évidemment, la loi ne le lui permet pas, mais puisque c'est de coutume, depuis quelques années maintenant, dans la région même, je l'ai signalé tantôt, il y a l'autre Congo qui l'a fait, il y a le Rwanda qui l'a fait, donc il y a effectivement des velléités qui organisent un référendum pour demander l'autorisation en quelque sorte du peuple pour qu'il puisse se présenter à nouveau. Et si le cas échéant, il va forcément briguer un troisième mandat, ce qui fait qu'il peut obtenir un bail parce que simplement la classe politique n'est pas organisée. La classe politique n'est pas... Ceux qui prétendent, ceux qui pouvaient lui créer des ennuis ont été exilés. Donc il crée les conditions de d'un troisième mandat. Et c'est tout à son... à moins évidemment que la communauté internationale qui depuis quelque temps quand même, notamment les Américains qui ont mis un peu un focus sur le Congo, vous l'avez rappelé tantôt avec l'arrivée de l'ambassadeur, mais également de la dernière sortie du département d'État qui demande cette fois-ci, curieusement, il demande à ce que la date du 28 soit maintenue, soit respectée. Donc ils sont en phase avec le président congolais. Donc ce qui m'amène à vous dire qu'il y a encore de la cacophonie, parce qu'ils ne parlent pas le même langage que l'opposition. C'est-à-dire que la communauté internationale qui est censée probablement parrainer cette élection-là ne parle pas le même langage que l'opposition. L'opposition se radicalise en disant non, il faut une autorité indépendante, il faut respecter. Voilà. Donc ils ne reconnaissent plus en quelque sorte Joseph Kabila, et vous savez qu'il n'est pas question que Joseph Kabila quitte le pouvoir dans ces conditions-là. Et donc, il aurait pu quitter depuis 2016. La commission électorale, qu'est-ce qui nomme les membres? C'est tout un problème. Quand
quand qu'il a ces pouvoirs-là, évidemment, ils peuvent lui trouver toujours des failles techniques pour justifier un report. Donc c'est en cela que nous sommes dans une sorte de chien-lit encore au Congo. Il faut le dire. Et comme il l'a dit tantôt, il faudrait également que la communauté internationale soit beaucoup plus agressive, plus offensive sur la question pour éviter de nouvelles effusions de sang. L'actualité en débat sur Talk Afrique Presse, également la situation politique tendue au Togo, où la tension monte d'un cran avec l'opposition notamment qui continue d'exiger les réformes constitutionnelles, le départ immédiat du chef de l'État Faure Gnassingbé. Pour cause donc l'opposition a entamé depuis mardi dernier une série de manifestations de 3 jours pour y arriver. Pape Ngagne Diouf, cette situation au Togo avec Faure Gnassingbé, malgré ces mesures d'apaisement, l'opposition continue à faire monter la pression pour exiger le départ immédiat de Faure Gnassingbé. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Alors, Bal l'a dit tout à l'heure, c'est une situation contagieuse, si je me permets de le dire, dans cette région, dans beaucoup de pays africains, il faut le dire. Donc, c'est à peu près une situation similaire en RD Congo, seulement à quelques différences. Ici, l'opposition exige le retour à la Constitution de 92. Et une limitation de 2 mandats. Et également ici, on risque d'aller vers un référendum que le gouvernement demande pour il faut le dire, aller vers un 3e mandat, permettre donc à Faure de présenter. Et ce qui est dommage dans ce cadre-là, c'est que ça permettrait, puisque ce référendum-là, une fois appliqué, ne serait pas rétroactif. Donc ça permettrait à Faure d'avoir encore la possibilité de se présenter encore 2 fois, en 2020 et 2025. Voyons donc cette situation, alors que l'opposition, justement, n'est pas prête à lâcher quand même une partie de ces revendications. S'il faut exiger le départ de Faure de façon immédiate, la limitation du mandat à 2 et donc le retour, justement, qui serait lié au retour à la Constitution de 92 justement. Donc là aussi, la situation risque de encore perdurer malheureusement. Alors, Amadouba, Faure Gnassingbé qui campe sur sa position, l'opposition qui continue de revendiquer son départ immédiat, cette situation ne fait-elle pas craindre de nouvelles violences dans ce pays? Oui, absolument. Il faut craindre encore. Vous l'avez déjà remarqué, il y a déjà un début de violence parce qu'effectivement, le régime ne va pas se laisser faire. Il va mater, il va réprimer dans le sang l'opposition qui campe sur ses positions. Il faut dire que nous avons ici 2 pays qui ont pratiquement beaucoup de choses en commun. Le président Faure Gnassingbé et le président Kabila, tous 2 ont hérité de leur père décédé. Et tous 2 règnent depuis lors, l'un depuis 2001, l'autre je pense bien après. Mais tout compte fait, les 2 règnent en main de maître sur leur pays. Et chacun ne veut pas céder un pouce du pouvoir, quelle que soit la pression. Alors aujourd'hui, peut-être que dans le Congo, à l'intérieur de l'Afrique, en Afrique centrale, il y a une différence. Parce qu'ici, de plus en plus, il y a un vent de démocratisation qui s'installe dans la sous-région ouest africaine. Vous avez vu ce qui se passe au Ghana, c'est devenu une démocratie majeure. Le Bénin est devenu également, qui est voisin du Togo, est une démocratie majeure. Je ne parlerai peut-être pas du Sénégal et même de la Gambie tout récemment. Donc je pense qu'inéluctablement, le Togo va devoir faire face et accepter la réalité que Vox Populi, Vox Dei comme on dit, c'est la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et en ce moment-là, il devra peut-être accepter enfin d'aller à des élections pour permettre aux Togolais de se choisir leur président. Maintenant, avant d'en arriver à cela, il y aura forcément, parce que c'est aussi ça le mal en Afrique, on ne peut pas accéder à une démocratie sans qu'il y ait souvent affrontement, sans qu'il y ait effusion de sang. Évidemment, il y aura forcément et inéluctablement, comme je l'ai dit, affrontement. Maintenant, quelle sera l'issue? Quelle sera la position de l'Union africaine? Mais je pense que les jours de Faure
de Gnassingbé à la tête du Togo sont comptés. Quoi qu'il en soit, il va devoir accepter la voie du peuple. Qu'est-ce que l'Union africaine ou les organisations régionales devraient faire pour éviter cette effusion de sang comme vous le... Justement, malheureusement, ils attendent toujours que les choses empirent pour intervenir. C'est-à-dire qu'au lieu de faire dans l'anticipation, ils sont souvent réactifs, ils ne sont pas proactifs dans ces questions-là. Tout le monde voit de manière empirique qu'on va vers des affrontements. Mais la communauté internationale est en train d'observer les choses empirer, malheureusement. Je pense que l'idéal aurait été qu'il y ait une médiation entre les différentes parties, qu'il y ait une solution de sortie de crise. Parce que quoi que l'on puisse dire, le président Faure Gnassingbé a déjà épuisé ses 2 mandats, la loi ne le lui permet plus, l'opposition devrait se battre pour quand même qu'il ne participe pas à la prochaine élection. Maintenant, lui s'arc-boute et veut, comme il l'a dit, organiser un référendum pour pouvoir participer à une autre élection. Et si le référendum passe, on sait qu'en général en Afrique, les référendums, c'est des formalités. Le pouvoir crée toujours les conditions d'obtenir le maximum de voix pour faire avaliser ces réformes. On se le rappellera toujours que c'est le cas au Sénégal, c'est le cas un peu partout dans la sous-région. Donc, s'il le fait, le président Faure Gnassingbé, qui a déjà épuisé 2 mandats, va devoir, et certainement il va s'agripper, il va rester encore pour 2 mandats. Et ce qui est sûr, c'est que quand le peuple dit non, il faut dire que c'est non. Parce que même le dictateur Yahya Jammeh, qui a eu à diriger le pays pendant 20 ans, plus de 20 ans, quand le peuple a commencé à marcher, au début il y avait des répressions, mais finalement le peuple a eu raison. Donc dès l'instant qu'aujourd'hui qu'il y a un sursaut d'orgueil, il y a une prise de conscience réelle au sein des populations, de fil en aiguille, les choses viendront et les populations finiront par l'éjecter. Par A ou B, soit il accepte par la voie démocratique, c'est la voie du salut, soit ce sera la voie de la violence, il y aura forcément des morts, et avec cela, avec tout ce que cela comporte comme risque, la Cour pénale internationale qui est là, qui observe. Alors, donc je pense que c'est tout un problème au niveau du Togo, mais j'en appelle à la communauté internationale pour qu'elle puisse au moins, la communauté, que ce soit l'Union africaine ou l'Union européenne ou les Nations unies et tout, quand même que les gens se lèvent très tôt pour éviter qu'on aille vers des affrontements qui semblent inéluctables, qui ont déjà démarré, parce que contrairement à la RD Congo, ici il y a un embryon d'unité, au moins sur une idée. L'opposition se retrouve autour d'une idée qu'il n'est pas question que Faure Gnassingbé brigue un 2e mandat. De l'autre côté, il y a peut-être beaucoup de divisions au sein de la classe politique, mais ici, de plus en plus, il y a une unité, de plus en plus. Et ça, cette unité-là, même si elle est de façade de l'opposition, elle doit amener l'autre à reculer. Parce que sinon, ne serait-ce qu'avec les manifestations de rue que l'opposition est en train d'appeler, la preuve, je pense que le mardi dernier, il y a eu une invitation à manifester dans tout le pays et ça a été respecté à la lettre. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, le président va devoir reculer, sinon ce sera encore des affrontements. Alors, une série de manifestations, Pape Ngagne Diouf, entamées par cette coalition de 14 partis d'opposition au Togo, manifestation qu'elle a entamée depuis hier et ce jusqu'au vendredi. Faure Gnassingbé, qui continue à camper sur sa position, qu'est-ce qu'il faudra faire pour sortir de cette impasse politique au Togo? Il faut dire que l'opposition est revenue pour afficher sa détermination. On a senti une certaine accalmie ces derniers jours. Mais depuis hier encore, c'est le remake. Ils ont remis ça donc, pour ne pas laisser aucune opportunité à Faure de se recadrer. Malgré, il faut le dire, les mesures d'apaisement qui ont été annoncées en début de semaine pour dire qu'il y a les 42 personnes qui étaient interpellées dans le cadre des manifestations violentes ont été libérées, donc dans le cadre des mesures d'apaisement. Mais en vérité, ça n'a pas apaisé la situation parce qu'on pouvait s'attendre qu'après cela, qu'il y ait un compromis et qu'il y ait un mécanisme ou bien un cadre de dialogue justement entre les deux parties, mais malheureusement, ça n'a pas... Seulement, Faure Gnassingbé a clairement dit qu'il est ouvert au dialogue. Oui, mais le dialogue, c'est comme tout à l'heure quand on en parlait de la RDC. Ici aussi, le dialogue semble très difficile d'avance parce que si deux positions, les deux camps prennent des positions distinctes, alors que personne, en fait, aucune partie n'est
prêt à lâcher une partie de ses revendications, ça veut dire que, ou bien de ses positions, ça veut dire que le dialogue est perdu d'avance. L'opposition, ce que réclame l'opposition togolaise actuellement, selon... Pas trop le départ immédiat de... Oui, mais une transition, oui, je veux dire, la limitation à 2 mandats, si c'était OK, je ne crois pas qu'on puisse en arriver à ce point-là. Parce que pour limiter les mandats de retour carrément à la Constitution de 92, si le gouvernement, les autorités togolaises étaient d'accord sur cette position-là, je crois que le problème serait déjà réglé. Mais malheureusement, chacune des parties est restée campée sur une position qui n'augure pas des lendemains meilleurs. On a vu d'ici mercredi ou vendredi prochain, comme tu le dis, il y aura certainement, on ne le souhaite pas, mais inévitablement, il y aura des morts et il y aura encore... tout un chaos dans l'organisation même de la société, que ce soit le commerce, que ce soit la libre circulation des biens au sein même de la capitale ou dans les grandes villes, ce sera forcément un scénario qu'on ne souhaite pas voir. C'est fini pour ce numéro de Talk Africa Press qui recevait Pape Ngagne Diouf, rédacteur en chef de Médian TV, bureau de Dakar. Avec nous également Amadouba, rédacteur en chef du quotidien LAS. Merci, messieurs. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Très grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.